Mais d'abord, comme tous les mercredis, Zoom Crypto dans Smart Patrimoine. C'est le rapport de l'ancien député de Paris, Pierre Persson, qui a retenu notre attention aujourd'hui. Monnaie, banque et finance vers une nouvelle ère crypto. Le propos, la France a véritablement une carte à jouer sur le marché des cryptoactifs. Encore faut-il en comprendre les rouages, les évolutions. C'est un secteur qui évolue extrêmement vite. Et puis savoir en saisir les opportunités, car au-delà de l'innovation technologique, c'est la souveraineté économique de la France qui est en jeu. On en parle donc avec notre invité, Pierre Persson, ancien député de Paris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, on vous connaît bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pierre Persson, j'aimerais comprendre la raison d'être de ce rapport, tout simplement. 3 ans après, je crois, le précédent, on a l'impression que vous avez voulu faire comme un état des lieux du marché crypto. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Vous l'avez dit, les cryptoactifs, c'est un secteur, en tout cas c'est une technologie qui évolue extrêmement vite. Et le rapport que j'avais rendu avec la Commission des finances en 2018 était quasiment périmé. Donc il avait fallu retravailler sur le sujet. J'ai travaillé pendant 18 mois avec mon équipe et pour établir un nouvel état des lieux, en fait, tout simplement, exposer les tenants, les aboutissants, les problématiques du secteur et les nouvelles technologies qu'on voyait poindre aujourd'hui dans cet écosystème. C'est intéressant, vous dites périmé, ça veut dire en 3 ans, tout a changé déjà sur les technologies, les usages ? Oui, en 3 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il y a des cas d'usage qui sont apparus. Il y a des applications qui n'existaient pas. Il y a des futurs secteurs qui ont émergé. On parle beaucoup de métaverse, de NFT, mais aussi de la finance décentralisée. En 2017-2018, c'était vraiment le balbutiement. Et donc, on avait travaillé plutôt sur la question des ICO, plutôt sur la question monétaire. Est-ce que le Bitcoin est un actif ou une monnaie ? En 2021 et 2022, on voit bien qu'on est dans un autre monde. Finalement, c'était un peu la préhistoire à l'époque. Et donc, il a fallu continuer à expliquer ce que c'était, parce que le but de ce rapport, c'est avant tout de faire de la pédagogie. J'aimerais rebondir justement sur ce que vous dites sur le Bitcoin, cette crypto-monnaie bien mature par rapport à certaines qui sont apparues depuis. Quelle analyse vous faites justement dans ce rapport 3 ans après de cette monnaie-là et puis de comment elle a dérivé sur d'autres monnaies aujourd'hui, des monnaies plus stables d'ailleurs. Vous parlez aussi du stablecoin, vous faites tout un paragraphe dessus. Voilà, quel est le fil conducteur ? Ouais, très souvent quand on parle de cryptoactifs, et d'ailleurs moi je pense que c'est toujours très restreignant, je pense que la catégorie cryptoactifs qui est actif numérique aujourd'hui dans la loi est un peu dépassée, parce que dans les cryptoactifs on y met même aussi des actifs qui sont en fait des actifs stables, qui sont en fait tout simplement des monnaies. Alors après, Bitcoin, certains vous diront que c'est un actif, d'autres vous diront que c'est plutôt une monnaie. Certains pays ont décidé que c'était une devise étrangère, pour d'autres ils ont dit que c'était leur devise même à l'intérieur même du pays. Et donc on voit bien que ça a des conséquences, géopolitiques, ça a des conséquences internationales, ça implique qu'aujourd'hui le monde des cryptos est un monde qui est aussi un monde monétaire et dans lequel vont se jouer finalement une guerre, un rapport de force entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Et pour cela, il faut bien entrevoir en fait les fonctionnalités aujourd'hui des cryptos pour pouvoir se dire mais où est-ce qu'on veut que l'Europe se soit demain. D'où l'importance des décideurs publics aussi qui doivent investir finalement ce marché des cryptos. C'est aussi ça que vous vous êtes dit, il faut qu'on soit là nous aussi pour accompagner ces cryptoactifs. Oui, moi j'avais pris ma décision de ne pas me représenter et je voulais que ce rapport il permette aussi à une nouvelle génération d'élus de se saisir de la question. Je pense qu'en 200 pages, il n'est pas totalement exhaustif. On aurait pu encore écrire beaucoup de choses, beaucoup de littérature sur la question, mais je pense qu'un élu qui s'intéresse au sujet et qui veut débroussailler le sujet peut tout à fait lire ce rapport et comprendre en fait là où nous en sommes actuellement. Peut-être que dans 3 ans, il sera à nouveau périmé. Je le souhaite pas, mais c'est le jeu. Et donc, j'espère qu'il y a une nouvelle partie en fait de cette nouvelle génération politique qui va s'en saisir et qui va essayer de continuer à pousser les travaux, parce que je pense que c'est d'intérêt général. Aujourd'hui, on voit que le sujet est porté au niveau européen. J'ai quelques divergences sur la façon dont il est appréhendé d'un point de vue de la régulation, même si je considère qu'il faut une réglementation. On le voit bien dans le secteur aujourd'hui, le manque de réglementation est un problème pour l'attractivité, mais aussi pour la protection des consommateurs. Justement, je rebondis sur ce que vous dites. Vous défendez une autre forme de régulation, justement de réglementation. Vous, laquelle ? C'est quoi votre vision de la réglementation ? C'est surtout que la réglementation à l'heure actuelle, c'est une transposition faite de la réglementation sur les acteurs centralisés, bancaires et financiers traditionnels. Et même si je pense qu'il ne doit pas y avoir de concurrence déloyale entre deux secteurs, on l'a vu sur Uber, les taxis, etc. Bon, je pense que c'est la même chose entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Mais tout du moins, je pense qu'on ne peut pas appliquer les mêmes règles. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver en fait des nouveaux référentiels, des nouvelles façons de réglementer cet écosystème qui partent non pas en fait
du fait que ce soit des acteurs financiers, mais plutôt en fait de la technologie. Si c'est une technologie décentralisée, alors il y a moins de tiers, il y a moins de centralisation, et donc il faut trouver aussi les voies et les moyens pour réglementer cette technologie. Vous faites des propositions là-dessus? Oui, je fais des propositions, notamment sur aujourd'hui essayer d'aider le régulateur, les autorités de supervision à embrasser en fait ces nouvelles technologies qui demain en fait nécessiteront beaucoup plus de sécurité des protocoles, des smart contracts, des contrats intelligents tout simplement, et donc qui obligeront en fait le régulateur à aller dans le code, dans le technique. Là où aujourd'hui, bon, le régulateur il est dans la supervision du marché, il regarde aussi les comportements des individus, des entités, etc. Il a du mal à suivre, le régulateur, aujourd'hui? Mais légitimement, même moi en politique, j'avais du mal à suivre. Donc le temps de l'innovation n'est pas du tout le même, le temps de la régulation, de la loi, de la norme. Et puis il faut considérer que c'est un tout nouveau monde. Donc il faut créer les équipes, les moyens. J'avais notamment, il y a un an, dans le projet de loi de finances, renforcé le budget de l'AMF et de la CPR, des autorités de régulation, pour permettre aussi bien qu'on saute dans ce nouvel écosystème. Justement, vous parlez d'écosystème, protéger donc les détenteurs aujourd'hui de crypto-monnaies. Les Français sont de plus en plus nombreux d'ailleurs à en acquérir. Les protéger sans étouffer finalement cet écosystème dont vous parlez, c'est possible? Oui, c'est possible de le faire. C'est tout à fait possible. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on puisse considérer que le régulateur américain est un régulateur clément. Je pense que les sanctions sont très lourdes quand vous ne respectez pas les règles, etc. Pour autant, ils ont une vision très pragmatique des choses, on va dire pro-business, c'est-à-dire qu'ils laissent l'innovation se faire. Après, je pense que c'est un équilibre entre l'économique et l'intérêt général et la protection des consommateurs. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur, sur l'incapacité que certains ont de retirer leurs fonds parce qu'il y a des comptabilités qui sont cachées, ou alors on ne sait pas où sont placées les réserves des collatéraux finalement sur certains stablecoins. Je pense qu'il y a une nécessité de régulation, ça c'est indéniable. Mais la vraie question, c'est où est-ce qu'on met la régulation, le curseur, et comment est-ce qu'on arrive à inventer un nouveau modèle, un nouveau référentiel, tout simplement pour permettre à cet écosystème d'émerger en ayant des contraintes qui sont des contraintes applicables. Parce qu'avant tout, c'est des contraintes applicables qu'il s'agit. Parce que la régulation, est-ce que ça suffit pour assurer justement, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, pour assurer à la France une place dans ce marché mondial des crypto-monnaies? C'est une condition sine qua non, mais on l'a vu, nous avons été le premier législateur à faire un travail de diagnostic et puis à créer une régulation exhaustive sur la question. Certains disent qu'il n'y a pas de régulation, c'est faux. En fait, depuis 2018 et depuis 2019, la loi Pacte, il y a une régulation, il y a un agrément. Les autorités de tutelle et de supervision aujourd'hui labellisent et parfois cet agrément est obligatoire. Et donc, il faut considérer qu'aujourd'hui, il y a une régulation. Mais c'est comme tout. La régulation, un trop-plein, c'est néfaste. Mais la bonne régulation, ça permet aussi d'être attractif. On l'a vu, il y a des acteurs américains, il y a des acteurs étrangers qui sont venus en France parce qu'il y avait un cadre clair et parce que l'autorité de régulation, notamment l'autorité de marché financier, a su les accueillir en leur disant, voilà, nous on a un cadre, il est fixe, il est stable, et vous allez voir, en fait on a des règles, mais ça permettra de démontrer que vous êtes un acteur crédible, solide sur le marché. Pierre Persson, est-ce que vous constatez justement, c'est ce que vous disiez, éviter d'être trop en retard par rapport aux géants américains et chinois, notamment sur cette question et ce marché des cryptoactifs? Est-ce qu'aujourd'hui, vous le constatez, ce retard de la France, notamment dans l'investissement des entreprises dans les cryptoactifs, des entreprises françaises? C'est paradoxal parce que les Français, vous en voyez partout, dans toutes les entreprises crypto, à travers le monde, il y a toujours un Français. Il y a toujours un Français qui est associé, qui est au board, etc. Donc on voit bien que les Français sont très présents. Par contre, c'est vrai qu'en France, à part certains acteurs qui ont récemment d'ailleurs levé, on a en fait une faiblesse de notre écosystème sur certains points, notamment sur les plateformes d'échange, où on n'a pas de gros acteurs, des acteurs systémiques, mais ça vaut pour toute l'Europe. Et donc on voit bien que le mouvement, c'est plutôt des gros qui viennent s'installer en France et en Europe, et je pense qu'il faut le saluer. Ça veut dire qu'on est un territoire d'attractivité, mais on a du mal à faire émerger nos futures licornes, et pour ça, il faut les aider. Et le but, c'est d'éviter aussi qu'il y ait une disparité de la régulation. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'étranger n'ont pas les mêmes règles que ceux qui sont en France. Et donc, dans ce cas-là, il faut... Oui, parce qu'il y a l'enjeu de souveraineté, il y a aussi l'enjeu de compétitivité. Bien sûr, mais en fait, je pense que c'est les deux mêmes. Parce qu'il n'y aura pas de souveraineté sans finalement avoir des acteurs qui sont des acteurs systémiques. Très souvent, on parle de la souveraineté à l'Assemblée nationale, on dit voilà, on va faire encore un rapport sur la question. Mais en fait, la vraie question, c'est d'avoir les acteurs sur notre territoire. On voit bien que la liberté d'expression, la culture politique même de ces acteurs, des GAFA, c'est la politique américaine qui la drive. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de considérer
que notre souveraineté, elle ne sera établie que si nous avons des champions sur notre territoire et que nous arrivons aussi à les réguler. Mais c'est pas en régulant les autres et ceux qui veulent s'installer qu'on va réussir à affirmer cette souveraineté européenne. Et Pierre Persson, est-ce qu'on maîtrise assez bien la technologie? On parle beaucoup de la technologie blockchain, évidemment, quand on parle des crypto-monnaies, des crypto-actifs. Je sais qu'on recevait la Banque de France la semaine dernière dans cette émission. En passe d'émettre, elle, sa propre devise numérique. Mais les freins pour y arriver, ils paraissent quand même encore bien présents. Voilà. Est-ce qu'on maîtrise bien en France la technologie? Alors, la Banque de France a d'ailleurs fait beaucoup de travaux sur la question. Elle en est à 9 expérimentations. Oui, tout à fait. Elle est plutôt précurseuse Oui. sur la question vis-à-vis des autres banques centrales des États membres. Après, non, force est de constater que je pense qu'il y a un manque de travail et de connaissance de la question. Parfois, quand j'entends des politiques ou même des hauts fonctionnaires dire, voilà, le Bitcoin, il n'y a que le Bitcoin, ou alors c'est que des actifs, c'est très volatile, très spéculatif, c'est basé sur rien. Non, ça je le dis d'ailleurs dans le rapport, ce sont en fait des informations qui sont fausses, tout simplement. Alors, parfois... Les banques centrales ne travailleraient pas sur la création de leur propre devise Si, numérique. très clairement, mais d'ailleurs, Si sur l'euro digital de Banque Centrale, moi je suis toujours assez stupéfait qu'on ne sache toujours pas ce que sera cet euro digital. On dit que ça va être en 2025, mais est-ce que c'est un euro de gros? Est-ce que c'est un euro de retail? Est-ce qu'il sera pseudonyme? Est-ce qu'il sera centralisé? Est-ce que... Ouais. En fait, il y a plein de sujets qui sont des sujets intimement politique. Aujourd'hui, on ne peut d'ailleurs pas considérer que la Banque centrale, toute seule, aura son mot à dire là-dessus, parce que c'est un sujet qui doit être soumis en fait, à nos concitoyens. La création d'un nouvel outil monétaire, pour ma part, surtout si demain il est dans les poches de nos concitoyens, si demain il permet de tracer les transactions, il doit être mis au niveau du débat européen et d'un débat politique. Il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qui peut se passer, Pierre Persson, si on n'arrive pas justement à concurrencer ces géants américains, chinois sur un sujet aussi important que la souveraineté monétaire? Là, c'est ce qu'on est en train de se dire là. Qu'est-ce qui peut se passer? Mais c'est ce qu'on voit avec Circle, qui est en fait un des émetteurs de stablecoin. L'Europe a dit non, on ne veut pas de stablecoin parce qu'on considère que c'est une atteinte à la souveraineté monétaire. On va donc faire l'euro digital. Qu'est-ce qu'on voit? C'est aujourd'hui l'euro, notamment l'euro stablecoin, de demain, celui qui tout du moins sera systémique, qui sera émis par les Américains et régulé par les Américains. C'est-à-dire qu'en fait, notre euro, le premier euro crypto, eh bien, il sera régulé par les Américains. Et on voit bien quel est le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on va continuer à consommer américain, à consommer étranger, là où on aurait pu faire des géants européens, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Pierre Persson, je rappelle, vous êtes ancien député de Paris. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous, nous avoir présenté ce rapport sur les crypto-actifs, la nouvelle ère des cryptos. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.